Bonjour à tous, Xavier Roy, je suis le directeur de l'association France Cluster. Je suis très heureux de vous associer à ce webinaire que nous co-organisons avec le CGET et Diap Meca Énergie, webinaire sur le thème de la contribution des clusters à l'initiative Territoire d'industrie. On aura dans ce temps d'échange le regard ou le témoignage de Olivier Luanzi, qui est le délégué à l'histoire, à l'initiative Territoire d'industrie, et également le témoignage du président Patrice Go, président du cluster Diap Meca Énergie, également élu dans le binôme représentant le territoire d'industrie euh, sur son territoire, et qui sera accompagné par la présence de Monsieur Le Petit, qui est directeur du service économique à l'agglomération de Dieppe-Maritime. Alors, juste un petit propos introductif pendant que les uns et les autres se connectent pour cet échange. Un petit rappel des règles techniques pour que ce webinaire se déroule dans les meilleures conditions possibles. On a prévu un temps d'échange, plutôt un temps de questions-réponses en fin de session. Donc, c'est un webinaire qui va durer une petite heure. Les 3 premiers quarts d'heure seront réservés aux témoignages. Pendant ce temps-là, vous qui êtes auditeurs aurez la possibilité d'utiliser le chat qui vous est proposé dans le cadre de ce webinaire pour poser vos questions. L'idée, c'est qu'à la fin de la session de présentation par nos grands témoins, vous puissiez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, tout au long des témoignages qui vous sont proposés, de poser vos questions. Je rajouterai simplement que ce webinaire est organisé avec l'appui de Act and Match, qui nous met à disposition sa plateforme d'organisation de webinaires, avec qui nous travaillons régulièrement et pour lequel nous savons que plusieurs clusters utilisent également cette solution. Alors, on a décidé d'organiser, pour rentrer dans le vif du sujet, cette session d'échange, ce webinaire, conjointement, donc, comme on l'évoquait, avec le CGET, parce qu'il nous semblait effectivement opportun de faire un point sur cette initiative Territoire d'industrie qui avance très vite depuis le début de cette année 2019. Et en échangeant au sein de la communauté France Cluster, nous nous apercevions que le niveau d'information dans la communauté était plutôt très, très variable. Deux clusters très impliqués, et on en aura une illustration très précise avec Diap Meca Énergie, comme des managers de clusters qui ont entendu parler de l'initiative, mais qui aujourd'hui n'ont pas eu l'occasion de se mettre en relation avec les territoires d'industrie identifiés pour s'impliquer dedans. Donc l'objectif de cette séance, c'est non seulement de faire un point sur l'initiative Territoire d'industrie. Olivier Luanzi, délégué à l'initiative, nous fait le grand plaisir et l'honneur d'être avec nous, alors qu'on connaît son agenda plutôt très chargé au regard des 136 territoires d'industrie qui l'accompagnent. Et on aura une vision très pratico-pratique à travers le témoignage de Patrice Go, président du cluster Diap Meca Énergie. Voilà. Donc, sans trop tarder, après ce petit mot introductif, je vous propose d'attaquer directement dans le vif du sujet et de passer la parole à Olivier Luanzi, délégué à l'initiative Territoire d'industrie, qui va vous présenter l'initiative, ses objectifs, ses enjeux, et nous faire aussi nous donner son avis sur la manière dont les pôles et les clusters peuvent trouver place dans cette initiative Territoire d'industrie. Olivier Luanzi, si ça vous convient, je vous passe maintenant le micro. Ce secteur-là, ça s'incarne assez bien par les pôles de compétitivité qui a vécu cette dualité, voire on peut des fois parler pas de schizophrénie, non, de dualité, je vais rester sur ce terme-là,
entre une conception initiale où il s'appuyait sur des filières et puis un basculement pour certains d'entre eux d'accompagnement de territoire. À peu près en 2010, on a une prise de conscience collective que on est allé sans doute trop loin dans la désindustrialisation. 2009, États généraux de l'industrie, hein, animé par Monsieur Estrosi, qui donne un coup d'envoi de quelque chose qui dure jusqu'à aujourd'hui et qui a à peu près traversé 3 élections présidentielles, enfin 2 élections présidentielles et 3 présidents, ce qui est quand même assez remarquable, avec le fait que progressivement, on veut reconquérir une politique industrielle. Alors il y a naturellement les filières qui sont, un aspect de cette politique industrielle. On a un aspect de compétitivité coût, où on est allé au milieu du chemin. France Industrie, réclame comme une de ses premières priorités la baisse des impôts de production. On est pas mal en innovation, avec pas mal de sujets. Il y a une politique de contrôle des investissements étrangers. Il y a des politiques de formation qui se mettent en place, les dernières réformes le sont. Et puis, territoire d'industrie s'insère dans cette dynamique, de briques autour d'une politique industrielle par une dimension territoriale. Voilà, je m'arrête là sur la partie, narration un peu de la politique industrielle. Encore une fois, c'est pour ouvrir un débat que j'adorerais nourrir, parce que je trouve qu'on manque d'une vision collective sur ce qui s'est passé pour l'industrie en France et notamment pourquoi on a décroché par rapport à l'Allemagne dans les années 80. Territoire d'industrie, c'est quoi? C'est 136 territoires aujourd'hui qui ont été labellisés, qui couvrent à peu près un tiers du territoire français, 53 des emplois industriels, et puis 42 de la population. Quels sont les principes de cette politique? J'ai repris ici les 3 principes de base qu'on a extraits du discours du Premier ministre, hein. D'abord, c'est un principe de ciblage qui n'est pas si évident que ça, même si, vous l'avez vu, la couverture des territoires d'industrie est assez large. On m'a demandé de prendre un point de vue qui consistait à dire qu'il y avait des territoires qui étaient plus propices au développement ou au redéveloppement de l'industrie. On pourra revenir sur le caractère très hétérogène des territoires d'industrie, mais c'est délibéré. Et il y en a qui le sont moins. Nous avons peut-être une compréhension, une vision, une interprétation de l'égalité en France, et puis peut-être de la pratique politique vis-à-vis des territoires, des collectivités locales, qui font que ce principe de ciblage est loin d'être une évidence. Quand on cible, eh ben, il y a des gens qui sont dans la cible et il y en a qui ne le sont pas. Et gérer cette distinction est parfois une difficulté. En tous les cas, ce n'est pas une évidence. Mais là, il y a un principe de dire on va cibler l'action, une action politique sur un certain nombre de territoires qui ont été identifiés et labellisés. Le deuxième principe est un principe de gestion décentralisée. Avec, si vous êtes un peu familier des organisations administratives et des différents niveaux de compétences, une forme d'innovation et de complexité à la fois, mais qui est très intéressante et je pense que c'est la première fois qu'on incarne ça, qu'on fait ça en France à cette dimension en tous les cas. L'initiative a été lancée par le Premier ministre, donc par l'État, et qui a souhaité que le pilotage opérationnel soit fait par les régions, sachant que les bénéficiaires sont des territoires et donc un niveau de structuration largement infrarégional et même infradépartemental. Donc on est sur, je dirais, une coordination de compétences ou d'initiatives nationales, régionales et territoriales qui n'est pas le moindre des sujets, mais qui pour l'instant se passe, je veux dire, assez bien, puisque si cette initiative a été lancée par l'État, à la fin du mois, je vous en reparlerai, nous ferons une réunion avec l'ensemble des régions, leurs présidents ou leurs représentants, pour acter qu'elles acceptent, qu'elles prennent ce pilotage opérationnel qui leur a été proposé. Et le troisième principe, qui est celui de la concentration des moyens, qui va avec le ciblage, hein, faire une politique ciblée sans concentrer les moyens, ça aurait été un peu contradictoire, en tous les cas pas très cohérent. L'idée est de dire que nous concentrons un certain nombre de moyens financiers, mais aussi administratifs, techniques, de ressources humaines, sur ces territoires. Voilà les 3 principes de base extraits, du discours du Premier ministre. Alors, les principes, c'est bien, mais moi j'aime bien l'opérationnalisation. Donc concrètement, c'est quoi? Territoire d'industrie. Concrètement, la brique de base, le sujet qui moi m'importe le plus, on a évoqué les protocoles, j'en reparlerai, mais ce sont des projets concrets
issus des territoires, on fait le pari de faire confiance aux acteurs du territoire. On se dit que par rapport à ce diagnostic de désindustrialisation et d'envie de redévelopper de l'industrie, ce sont eux qui se connaissent le mieux, donc qui ont un meilleur diagnostic, qui sont capables de porter une ambition et donc de définir quels sont leurs enjeux et quel est leur niveau d'ambition qu'ils souhaitent. Encore une fois, c'est vraiment la brique de base, c'est le projet. Le deuxième point, c'est qu'on a souhaité que les territoires aient un pilotage un peu original autour d'un dialogue entre des élus et des industriels pour porter ces projets, pour en être les porte-parole. Donc une gouvernance, je dirais, mixte, un peu originale. Le pilotage pour avoir une cohérence, boucler les financements, vérifier que cela avance bien dans un processus à peu près cadré et confié aux régions. Et l'État met à la disposition de ces territoires un certain nombre de ressources, de financement, par la Banque des territoires, par BPIFrance, par Pôle emploi, etc., etc. On reviendra dessus. Voilà un petit peu, si vous avez retenu des projets portés par le territoire, enfin issus du territoire, portés par un binôme élu industriel avec un pilotage opérationnel pour assurer la coordination fait par les régions, vous avez là l'essentiel, vous avez compris l'essentiel de ce que c'est que territoire d'industrie. Alors, je vous ai mis là dans le slide suivant des illustrations de projets. Aujourd'hui, et c'est très bien comme ça, c'est la foire au projet. Et je le dis, mais vraiment avec plaisir et même conviction, les projets qui remontent sont des projets des territoires. On n'a pas quelque chose de descendant qui consisterait à dire, pour redévelopper l'industrie, il faut que vous fassiez ceci ou cela. Et donc, à partir du moment où on accepte le principe d'une démarche ascendante, hein, bottom-up, on se retrouve naturellement avec une très très grande variété de projets qui correspondent aux attentes, aux espérances de chacun des territoires qui les portent. Jusqu'à présent, je me suis refusé d'en faire une classification parce que je ne voulais justement éviter, enfin je voulais justement éviter de refaire des boîtes dans lesquelles on serait naturellement attiré. Donc on va continuer encore quelque temps avec cette foire au projet dont vous avez ici une illustration, hein, et c'est qu'une partie des projets qui nous sont remontés. Je vous donnerai un peu quelques chiffres d'où on en est aujourd'hui. Il y aura certainement un travail qu'on fera vraisemblablement avec la DCF et vraisemblablement autour du début juin à l'occasion d'un séminaire qui est prévu le 12 juin, pour commencer un peu à voir quels sont les points communs, les sujets transversaux où on gagnerait à faire de la mutualisation ou du partage de bonnes pratiques. Mais encore une fois, je préfère laisser la dynamique s'installer, se consolider, les acteurs prendre confiance en cette initiative avant de commencer à faire des boîtes et des catégories. Elles sont trop faciles pour notre façon de penser dans notre culture française pour nous attraper finalement. Quelles sont les ressources mobilisées par l'État? Alors l'État va mobiliser des ressources, là c'est qu'une illustration de ce qu'on a autour de la table. Il est évident que les régions sont invitées, mais c'est une invite, on n'est pas sur une logique comme par exemple les contrats de plan État-région où il faut 1 € d'un côté pour 1 € de l'autre. Là, les régions y mettront ce qu'elles ont envie d'y mettre. On n'a mis aucune, je dirais, on n'a mis aucune contrainte, on n'a exprimé aucune demande. Et voilà les dispositifs que l'État ou les opérateurs que l'État mobilise. Et autour de cela, vous trouvez le 1,3 milliard qui a été affiché. C'est sans doute un peu plus. Le 1,3 milliard est surtout fait pour dire que l'État est prêt à y flécher, à y cibler des moyens significatifs et que cette opération se veut, enfin, c'est pour montrer le sérieux de cette volonté de l'État. Alors on m'a beaucoup parfois demandé, mais finalement 1,3 milliard, ça fait combien pour moi? Moi étant un territoire d'industrie. Ma réponse est assez simple, hein, c'est, monter des projets, on va vous aider à les financer et à les boucler. S'ils sont bons, je suis absolument persuadé qu'on va y arriver. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire on fonctionne en fonction des projets qui sont montés par les territoires. Voilà.
Je passe un petit peu maintenant à des choses plus opérationnelles pour voir comment est-ce qu'on s'est mis en ordre de marche aujourd'hui. Donc, l'initiative a été lancée en novembre, la délégation a démarré, moi j'ai rejoint ce poste-là le 10 janvier exactement. On a passé le temps en janvier à essayer de créer un certain nombre de documents de référence, puisqu'on partait d'une page blanche. Je vous ai quand même signalé quelques éléments assez novateurs dans cette initiative. Le côté ascendant, du bas vers le haut, le côté décentralisation, cette articulation à trouver entre une initiative d'État, un pilotage opérationnel des régions, les territoires au cœur du dispositif. Et vous savez comme moi que le périmétrage des territoires, et il n'y en a pas un unique aujourd'hui sur cette définition-là. Donc on a fait un peu de travail, je dirais, de documentation et de mise en place de la gouvernance. On a lancé sur février-avril, et je vais clôturer le 30 avril, la phase pilote. On a donc travaillé pendant cette phase-là avec 29 territoires pilotes qui ont souhaité rentrer les premiers dans la démarche. On a travaillé en direct, c'est-à-dire que cette phase pilote s'est faite non décentralisée, je le dis, je l'assume. On m'a parlé un peu de contradiction en disant que c'est décentralisé, mais que pendant 3 mois, j'ai travaillé en direct avec les territoires. Oui, je l'ai fait parce que je pense qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre, y compris pour nous comme pour eux, et puis à démontrer que cette démarche pouvait fonctionner. Donc on a travaillé pendant 2-3 mois avec cette trentaine de territoires pilotes. Je vous donnerai également quelques chiffres. Et puis depuis le début mars, depuis l'Assemblée générale, la première Assemblée générale des territoires d'industrie, le 5-6 mars à Lyon, on rentre en phase de déploiement. Le message, la différence entre la phase pilote et la phase de déploiement, elle est assez simple. Ce n'est pas simplement quelques dizaines de territoires qui sont invités à se mobiliser, mais c'est bien les 136. Et deux, à partir de maintenant, cette animation, ce pilotage opérationnel ne sera plus fait par moi-même et mon équipe, mais par les régions, chacune ayant leur spécificité et leur choix opérationnel. Alors ça s'est concrétisé par un certain nombre de choses que je vais citer. D'abord, les périmètres des territoires ont été revus et comme on a confié le pilotage aux régions, c'est elles qui sont l'autorité pour revoir les périmètres du territoire. C'est comme ça qu'on est passé de 124 à 136 territoires, avec 3 cas. On avait oublié des territoires d'industrie qui sont manifestés à nous, donc ils ont été labellisés, c'est des nouveaux territoires d'industrie. On avait fait des périmètres peut-être un peu ambitieux de territoires d'industrie avec la volonté de faire travailler des EPCI, des communautés de communes ou des agglos qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, mais dont on était convaincu qu'elles étaient dans un bassin industriel, si vous voulez, une nouvelle terminologie qui était en commun. Et des fois, ça a marché. C'est Pau, Tarbes, par exemple. Et puis des fois, ça n'a pas marché. Et donc, les EPCI ou certaines EPCI sont revenus vers nous pour faire acter d'un divorce. Et donc, on a eu un territoire d'industrie qui en est devenu 2. Puis la troisième configuration de ces évolutions, c'est du lissage. Dans un territoire d'industrie, on avait oublié un EPCI qu'on a fait, qui s'est rappelé à notre bon souvenir et qui a été rajouté. Cette phase donc ça c'est un premier acte. Deux illustrations aussi de comment les régions, dans certains cas, prennent le sujet et pour montrer que la mise en œuvre opérationnelle est réellement entre leurs mains et qu'elle le spécifie. La région Nouvelle-Aquitaine, par exemple, a souhaité raccrocher territoire d'industrie à un exercice de contractualisation territoriale qu'ils avaient déjà. Et donc, territoire d'industrie devient une annexe des contrats que la région a avec ces territoires. La région Nouvelle-Aquitaine a été subdivisée en une centaine de territoires. Donc, on se glisse dans cette contractualisation territoriale préexistante. C'est un cas de figure. Et puis, dans les Pays de Loire, c'est un autre cas de figure. Dans territoire d'industrie, ils ont plus retenu industrie. Et donc, le pilotage opérationnel de territoire d'industrie se fait dans le cadre de l'initiative French Fab avec le bureau French Fab qui est devenu le comité de pilotage de territoire d'industrie. Et là, c'est en accompagnement de leur politique de redéveloppement industriel que se glisse territoire d'industrie. Voilà pour des illustrations de comment les régions s'approprient ce dispositif en phase de déploiement. Quelques chiffres pour aller vite, pour illustrer ce qu'on a fait. Donc, on est en train de finaliser la phase pilote. On est parti avec 29 territoires d'industrie préfigurateurs.
On a été à un rythme un peu forcé, je le reconnais et vous en avez peut-être entendu parler, mais si on a réussi à le faire, c'est aussi qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie dans les territoires, incroyablement. 22 territoires sont arrivés, je dirais, au terme de cette préfiguration en termes techniques, c'est-à-dire avoir mis en place une gouvernance, avoir un projet de territoire autour de l'industrie cohérent et porter déjà un certain nombre de projets. Ces 22 territoires, parmi les 29, ont été invités à présenter leur savoir-faire industriel à Matignon le 21 mars. Au total, tous ces territoires nous ont remonté plus de 300 fiches actions. Alors comme ça faisait un peu trop, on leur a demandé de faire une différence entre là on était victime de notre succès, hein, je le dis clairement. On a demandé de qualifier parmi ces 300 fiches celles qui étaient prioritaires ou celles qui pouvaient faire l'objet de victoires rapides. Donc on en a eu 185 qualifiées de prioritaires ou pouvant faire l'objet de quick win. On les a soumises aux opérateurs pour vérifier que les opérateurs de l'État savaient répondre à ces demandes. Donc sur ces 185, en l'espace de 15 jours, on a eu 89 retours positifs, donc 51 accords de principe. Pour les restes, ce sont des sujets qui les intéressent, où ils ont besoin d'un petit peu d'instruction ou une instruction rapide pour arriver jusqu'à l'accord de principe. Et un accord de principe, c'est de dire, a priori, tout va bien, on a juste besoin de passer dans notre comité d'investissement pour mettre le tampon du cofinancement qui permet d'acter le cofinancement et le soutien de l'opérateur. À date, on a 8 protocoles qui sont signés, donc on a 8 premiers territoires d'industrie qui ont signé des protocoles. En moyenne, dans un protocole, il y a entre 10 et 12 projets. C'est à peu près la moyenne qu'on voit se dessiner. On a 5 signatures complémentaires qui sont prévues avant la fin du mois d'avril. Et puis 8 autres territoires qui sont prêts, dont les signatures sont parfois décalées parce qu'ils souhaiteraient la présence d'un ministre ou bien que leur région, c'est le cas de l'Occitanie par exemple, n'a pas souhaité signer des protocoles. Des protocoles, ce sont des programmes de travail, c'est non juridiquement engageant. Et l'Occitanie souhaite passer directement au contrat, c'est-à-dire après délibération et après les comités d'engagement et d'investissement des opérateurs. Donc à retarder le dispositif afin de pouvoir signer non pas une déclaration d'intention, mais du véritable engagement contractuel. La phase suivante de déploiement dans laquelle on est, donc l'Assemblée générale permettant de la lancer a eu lieu le 5-6 mars à Lyon. On identifie plus d'une quarantaine de territoires d'industrie qui sont désormais en train de faire leurs projets. Alors le chiffre est approximatif parce que comme on est en train de basculer d'une gouvernance que je gérais en direct à une gouvernance déléguée aux régions, on n'a pas toutes les informations et toutes les semaines, je découvre de nouveaux territoires d'industrie bien avancés. Voilà, donc j'ai un système de reporting à mettre en place avec les régions qui me permettrait d'avoir un chiffre un peu plus ferme que celui que je vous donne, mais je pense qu'on est largement au-dessus de 40. On a aujourd'hui 11 régions métropolitaines et 2 d'outre-mer qui sont formellement rentrées dans le dispositif. Les dernières régions, alors sur le territoire métropolitain ou quasiment métropolitain, ça va être la Corse et la Bretagne qui sont en train de rentrer dans le dispositif également. Donc, sur le principe, en tous les cas, toutes les régions sollicitées en métropole ont accepté de prendre ce pilotage proposé par l'État. Et encore une fois, ce n'était pas une évidence dans un contexte politique que vous pouvez imaginer. Mais la dynamique des territoires et l'intérêt pour redévelopper l'industrie a primé, très clairement sur les jeux politiques qu'on aurait pu avoir entre des conseils régionaux et l'État. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. On réunit toutes ces régions le 30 avril pour acter l'installation du comité de pilotage, pour acter le fait que désormais, c'est les régions qui pilotent. On aura un point de rendez-vous lors du Conseil national de l'industrie du 23 mai, où les ministres nous ont demandé de faire un point d'étape de la mise en place. Et le 12 juin, je vous l'ai évoqué, l'ADCF va organiser une rencontre avec l'ensemble des territoires d'industrie pour commencer à partager les bonnes pratiques. Alors ça ne vous étonnera pas, on voit un certain nombre de sujets communs émerger. Voilà pour la présentation générale. Je n'ai pas évoqué pour l'instant et un peu délibérément ce que moi j'attendrais des clusters, parce que je pense que l'illustration par l'exemple est la plus belle des démonstrations. Donc je vais laisser la parole à Dieppe et puis après je serai ravi de répondre à vos questions.
parce que voilà, j'en attends pas mal de choses, je dois dire, et je vous expliquerai dans quel cadre. Merci beaucoup, Olivier Luanzi, pour cette présentation très claire. Pour le coup, on voit bien où on en est dans Territoire d'Industrie. Alors, il y a pas mal de questions qui ont été posées. Je ne sais pas si vous voyez en même temps s'afficher sur votre écran, Olivier, certaines de ces questions. Ce que je vous propose, les uns et les autres qui suivaient ce webinaire, c'est qu'on les capitalise. Certains d'entre vous sont arrivés en cours de premiers témoignages. C'est qu'on les capitalise et puis on se fera en fin de session, entre 14h40 et 15h, un point question-réponse. Cependant, il y a quand même quelques questions et ça me permettra de faire la transition avec nos amis de Dieppe Méca Énergie. Il y a quelques questions auxquelles, par l'exemple, comme Olivier le dit, Dieppe Méca Énergie va pouvoir répondre par l'illustration. Notamment, qu'est-ce qu'une fiche action? Alors, Olivier Luanzi avait un slide plus haut qui évoquait des exemples de projets à l'intérieur d'initiatives territoire d'industrie qui se prenaient. Mais peut-être que vous, alors, Monsieur Gou, vous êtes président du cluster Dieppe Méca Énergie et vous êtes accompagné de Monsieur Le Petit au sein de l'agglomération Dieppe Maritime, avait contribué et alimenté le projet de territoire d'industrie en un certain nombre de fiches actions. Ce que je vous propose, c'est justement de présenter un petit peu la manière dont vous vous êtes impliqué là-dedans, dans cette initiative territoire d'industrie. Et puis peut-être que par un jeu de questions-réponses, pour le coup, moins dans une logique de présentation comme ça a été fait jusqu'à présent, puisse revenir sur un certain nombre de ces sujets. Alors peut-être première question, c'est comment, au niveau du cluster, vous avez entendu parler de cette initiative territoire d'industrie et puis comment vous vous êtes impliqué après en avoir entendu parler dans cette histoire d'industrie. Monsieur Gou, est-ce que vous voulez prendre la parole et je coupe mon micro pour vous laisser parler, je me permettrai de Oui, alors bonjour à tous. revenir. Donc je suis Patrice Gau, je suis président de Dieppe Méca Énergie et aussi entrepreneur dans l'industrie. Tout d'abord, comment j'en ai entendu parler, c'est par le président de Dieppe Maritime et l'agglomération de Dieppe. Et dès le mois de décembre, on s'est réunis tous ensemble, l'agglomération avec des industriels. Et j'ai été choisi en tant qu'industriel, élu, comme c'était prévu, avec le président de l'agglomération. Et après, nous avons fait d'autres réunions avec les autres EPCI au mois de janvier, au mois de février et mars. Je crois qu'on est à la 5e ou 6e réunion. Et on a commencé, Dieppe Méca Énergie à remplir une fiche. Voilà. Alors, une fiche, sur les réunions, on avait plusieurs fiches, on avait plusieurs questions et autour de la table, il y a eu pas mal de monde qui avait des idées. Et moi, en tant que président de Dieppe Méca Énergie, on a réalisé une fiche avec le bureau de Dieppe Méca Énergie surtout sur l'image de l'industrie. Et quoi faire avec comment attirer les jeunes, comment féminiser l'industrie sur notre territoire où là on a quand même un problème. Donc voilà, on a réalisé notre fiche et si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas. Très bien, merci. Alors ça c'était sur cette première question et sur la partie fiche. Vous avez été donc nommé ou été élu pour composer ce binôme dont Olivier Luanzi parlait, donc le binôme représentatif de ce territoire d'industrie.
la production de fiches n'est pas réservée aux binômes élus. Est-ce que sur votre territoire, il y a d'autres acteurs qui ont produit donc des fiches et peut-être aussi d'autres clusters de votre territoire? Vous avez vu de ça? Alors, oui, là j'ai parlé en tant que président de Dieppe Méca Énergie. Et par contre, oui, il y a eu d'autres fiches. Mais là, par contre, on va vous préciser quelles autres actions ont été aussi écrites par fiche. Donc, là, je vais laisser la parole à Ludovic Le Petit, qui est directeur du service économie de l'agglomération Dieppe-Maritime, qui a managé un peu ces réunions. Bonjour à tous. Donc, concernant l'identification des fiches actions et des projets remontés par le territoire, comme l'a dit Patrice, mon président a réuni mi-décembre l'ensemble des réseaux du bassin diepois. En tant que réseau, ce sont des filières et les réseaux par zone d'activité, à peu près 8 réseaux sur le bassin diepois. On a présenté cette démarche. On a eu un rendez-vous téléphonique avec l'ADN et dès janvier, on s'est attelé sur la constitution et l'identification des fiches actions et on a pu faire remonter une vingtaine de fiches projets que nous avons présentées le 11 mars dernier à Bercy lors des rendez-vous speed dating. Suite à ce rendez-vous, moins d'une dizaine de fiches actions ont été considérées comme prioritaires, comme étant les plus mûres. Et les fiches actions, elles ne sont pas, elles sont ouvertes à l'ensemble des industriels et territoires du bassin diepois. On retrouve également dans ces fiches actions des entreprises qui ne sont pas dans ce binôme. On a des lycées, ils ont fait remonter des attentes sur la formation du numérique. On a aussi des professionnels et des industriels pour la création d'un cluster sur l'agroalimentaire. Donc différentes fiches qui sont en lien direct avec les 4 axes du territoire industrie. Donc, on a aussi de l'innovation sur le numérique. On a depuis le mois de novembre, sur le bassin diepois, une plateforme, un accélérateur de croissance et également pour les startups qui s'appelle Normandie EcoSpace et qui nous a fait remonter, après avoir échangé avec des groupements d'entreprises du bassin diepois, un besoin, par exemple, d'avoir un bureau d'études mutualisé sur la conception après de produits industriels. Chose qu'une entreprise industrielle de taille relativement petite ne peut pas mettre en place. Donc l'idée d'avoir un bureau d'études mutualisé avec l'acquisition de logiciels et surtout derrière des ingénieurs capables de traduire ces projets avec les différents logiciels. Donc là, quelques exemples parmi tant d'autres est lié directement avec les 4 axes dans le territoire d'industrie. Impeccable, merci beaucoup, Monsieur Le Petit. Une question, est-ce que les fiches qui ont été présentées, que ce soit par Dieppe Méca Énergie ou par d'autres clusters, vous avez comme public qui vous entend, qui vous écoute, une majorité de représentants de pôles de compétitivité ou de clusters, est-ce que c'était forcément des projets qui étaient nouveaux, qui étaient sollicités pour être présentés à territoire d'industrie, ou est-ce que ça pouvait être des fiches actions qui faisaient écho à des initiatives qui soit étaient déjà lancées, soit étaient dans les tiroirs, et on profite de territoires d'industrie pour les faire se réaliser? Comment vous avez ressenti le niveau de maturité des fiches actions qui ont été présentées? Je pense que c'était comme vous le disiez, c'était des choses qui étaient dans les tiroirs. C'est les moyens financiers qu'on n'avait pas. Et là, on a profité justement de monter des fiches, mais vraiment tous ensemble, quoi. Tout à l'heure, je vous disais, j'ai peut-être parlé un petit peu de la fiche Dieppe Méca Énergie, mais ça a été vraiment constructif, c'est-à-dire qu'on a travaillé tout le territoire ensemble, les quatre agglos ensemble. Et chacun avait des choses depuis longtemps dans les tiroirs, et là, c'est ressorti par fiche, quoi. Voilà. On a essayé de répondre le mieux possible à l'opportunité qu'on avait avec le territoire d'industrie. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais je veux dire, c'était vraiment, ça sur le principe là, c'était vraiment une formidable occasion de travailler déjà entre les 4 territoires, ce qui n'est pas forcément évident quand on a une logique de PCI. Donc là, ça a permis quand même de briser un peu
les barrières administratives. Donc, c'est vrai que donc là-dessus, donc, il y a plus voilà, de travail terrain qui se met en place. Et c'est également aussi la même chose pour le monde de l'entreprise également. Hein. Donc, ça a permis voilà, donc, de pouvoir se réunir et de découvrir voilà, qu'on travaille bien sur un bassin industriel, comme disait donc, Olivier tout à l'heure. Hein. Voilà, donc, on est bien sur une logique de bassin et qui regroupe différents EPCI et différentes entreprises industrielles. Et donc, on résume bien et on travaille bien sur un terrain réel. Une petite question, la manière dont Olivier Luanzi a évoqué la démarche générale, qui était une démarche très empreinte d'une ouverture d'esprit importante, où là le but du jeu c'était qu'on soit dans une démarche exclusivement bottom-up et donc de donner un cadre voire pas de cadre, dans le type d'action qui pouvait être proposé. Est-ce que dans les échanges que vous avez eus, au niveau de ce territoire d'industrie-là, vous avez pu garder cette même ouverture d'esprit ou vous avez été amené à donner quelques cadres nouveaux par rapport, peut-être pour la sélection des fiches actions que vous avez retenues? Non, la sélection s'est faite, donc, il y a deux échelles. Hein. Voilà, donc un besoin donc, exprimé par EPCI. Est-ce que le projet donc, a un impact au niveau de l'EPCI ou a-t-il un impact au niveau donc, du territoire industrie? Donc voilà, donc les fiches actions et les projets ont été retenus par rapport à leur impact réel sur le territoire, avec cette double dimension, donc un impact sur l'EPCI ou voire un impact sur l'ensemble du territoire industrie. Donc ça, c'est les deux visions qui vont gouverner voilà, donc, la rédaction des fiches actions. Et les porteurs de projets des fiches actions, ceux qui vous les ont soumis, étaient des porteurs de projets qui demain vont se retrouver demain ou se sont peut-être déjà retrouvés face aux opérateurs qui étaient évoqués pour envisager leur accompagnement dans leur réalisation, c'est ça? Donc en gros, un cluster qui est venu vous voir avec une fiche action, s'il a été retenu dans le projet territoire d'industrie, c'est lui qui va continuer à porter sa fiche action auprès des opérateurs. Oui. Après, donc, il y a tout un travail avec le chef de projet. Hein, donc, j'occupe donc ce poste-là donc sur le territoire industrie d'IEF Côte d'Albâtre. Après, c'est tout le lien qui doit être fait entre vraiment donc les porteurs des fiches des projets et puis après les opérateurs. On a eu la semaine dernière donc une réunion avec la Banque des Territoires et donc on a balayé donc l'ensemble des fiches actions et voir comment la Banque des Territoires pouvait nous accompagner ou alors nous réorienter vers un autre opérateur. Impeccable, merci beaucoup. Est-ce que, alors peut-être que Olivier, est-ce que vous voulez nous rejoindre? Là, il est moins le quart, on va passer au jeu de questions-réponses. Peut-être que voilà, on pourrait se retrouver tous les trois. Merci beaucoup, hein, nos amis de Dieppe Meka pour avoir partagé la manière dont vous êtes impliqués dans cette initiative. Tous les clusters ne sont pas impliqués à ce même niveau, puisqu'ils n'ont pas forcément un rôle important dans la gouvernance des territoires d'industrie. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas être porteurs de projets. Il y avait dans la série de questions qu'on va vous proposer, alors normalement vous les avez toutes qui s'inscrivent. En même temps qu'on va essayer d'en sélectionner quelques-unes. En même temps, vous le voyez apparaître sur vos écrans, pour ceux qui nous écoutent, il y a un petit sondage qui apparaît. N'hésitez pas à cliquer sur le oui, sur le non pour y répondre. Ça nous permettra aussi d'avancer et d'analyser les informations que vous avez capitalisées là-dessus. Donc, on s'est posé la question de qu'est-ce que c'était qu'une fiche action. Vous y avez en partie répondu. On avait des questions autour, et peut-être que Olivier, vous pourriez y répondre, sur où est-ce qu'on peut trouver l'information sur ce binôme, sur le territoire d'industrie sur lequel je suis, moi, cluster implanté, pour savoir à qui je peux m'adresser. J'ai vu passer des listes de noms, mais qui étaient plutôt les noms des opérateurs. Est-ce que la liste des binômes auprès desquels je peux m'adresser, je peux la trouver quelque part? D'accord. Alors, je vais juste prendre 2 minutes pour d'abord saluer le témoignage qu'on vient d'entendre. On ne s'est pas concerté.
Mais pour moi, là, on est en contact hein, avec Ludovic. Je vais venir sur Dieppe le 24 avril parce que j'ai été surpris, agréablement, hein, très agréablement surpris de la dynamique de ce territoire et qui m'a fait envie d'aller les découvrir. Donc, on ne s'est pas concerté, mais vous avez là un territoire qui, pour moi, est bien entré dans la démarche. On a compris ce qui pouvait en retirer. Et ça, c'est assez sympathique dans votre choix. Le deuxième point, un petit mot quand même sur les clusters. Je vous ai dit que je préférais avoir cette illustration avant de vous donner un peu une vision de comment je peux imaginer votre rôle hein, dans ce dispositif. Quand je suis rentré dedans, je m'attendais à ce que la plupart des fiches actions ou des attentes des territoires soient liées à la transition numérique ou la transition écologique de l'industrie. Et on a découvert à partir de la mission de préfiguration qu'en fait ce point-là était, hélas, mais c'est un constat, qu'en troisième priorité, et que les deux premières priorités que nous remontaient les territoires d'industrie, c'était surtout pour réparer les dérives de 30 ou 40 ans de désindustrialisation. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Les premières attentes qui nous remontent des territoires d'industrie sont des attentes en termes d'attractivité, attractivité des métiers de l'industrie, pour qu'il y ait des talents, des jeunes talents qui aient envie d'aller travailler dans l'industrie. On a encore et toujours un écart entre la réalité des métiers industriels et l'image qu'ils ont dans la tête des jeunes ou des parents qui nous reste à combler. Et puis une deuxième forme d'attractivité qui est l'attractivité des territoires qui accueillent les usines, qui accueillent l'industrie. On voit là très clairement s'exprimer les priorités qui ont été celles de notre pays hein, sur une économie post-industrielle, mais ça veut dire aussi sur des phénomènes métropolitains, des grandes métropoles. Et sans doute, en dehors de la question des territoires ruraux, les villes moyennes n'ont pas été la première priorité de l'investissement et de l'aménagement du territoire. Et ça, on le ressent dans l'expression des territoires d'industrie en disant j'ai besoin d'être attractif. Les métiers de l'industrie, certes, une chose, mais une fois que j'ai trouvé le talent, il faut que je le fixe sur un territoire pour qu'il m'aide à mon développement pendant la durée. Et il faut que j'ai des territoires attractifs. Ça, c'est la première priorité qui remonte des territoires. La deuxième, c'est la simplification, que j'analyse comme étant la même chose, que le même manque d'attention et même parfois de bon sens à l'égard du fait industriel dans notre pays pendant 20 ou 30 ans. On a une réglementation qui est un véritable maquis. Je n'ai aucune demande de faire du moins-disant environnemental. Je le dis clairement, j'ai une demande très claire qui s'exprime pour faire en sorte que notre exigence environnementale, qui est collective, se fasse dans des temps de procédure administrative qui soient compatibles avec les temps économiques. Et ça, et on voit des fois des aberrations qui nous remontent. Voilà, ça c'est la deuxième priorité. Et puis la troisième, elle est naturellement sur la transition écologique et numérique. Et je vais revenir un petit peu sur un rôle que je vous vois, mais encore une fois, peut-être que ma vision est incomplète. Hein. Quand on s'attaque à ces transitions, notamment numériques, c'est pas forcément évident pour des petites structures, genre des PMI. Et le fait de pouvoir avoir un espace, un club d'entrepreneurs qui peuvent échanger sur le sujet, leurs pratiques, me semble absolument clé pour accompagner, pour initier ces transitions numériques ou écologiques. Ensuite, les chefs d'entreprise qui ont eu ces échanges, ont eu cette sensibilisation, peuvent bénéficier d'accompagnements individuels qui sont aujourd'hui disponibles, payés par les régions, cofinancés par l'État. Et après, c'est des démarches d'entrepreneurs qui ont en main le destin de leur entreprise et leur évolution. Mais il y a un premier élément dans cette transition qui me semble très important et sur lequel des clubs d'entreprise et donc des clusters ont un rôle clé à jouer. C'est cette premier niveau de sensibilisation et d'expliquer finalement qu'est-ce que c'est, de démystification de ces transitions. On se trouve tous bombardés par plein de nouvelles technologies dans lesquelles on se perd un petit peu. Ça, c'est un rôle, à mon avis, essentiel. Puis le deuxième rôle, c'est que je suis persuadé que dans un troisième temps, il y a le temps de la sensibilisation, le temps des projets individuels des entreprises, et puis il y a un troisième temps qui a été évoqué tout à l'heure. Dans ces transitions écologiques et numériques, il y a des outils en commun que peuvent développer des entreprises sur un territoire. Alors, on a parlé de cette ingénierie en commun,
Moi, j'ai plein de tiers-lieux, une cité du numérique à Châlons, j'ai la station à Saint-Omer, qui est une ancienne gare reconvertie en un tiers-lieu pour permettre aux chefs d'entreprise, pas simplement industriels, de se familiariser avec le numérique, les nouveaux modes d'innovation agile. Voilà. Après, on arrive sur des sujets de projets communs qui peuvent être partagés. Donc, je vois là un rôle essentiel pour ces associations d'entrepreneurs ou d'entreprises dont vous faites partie. Alors, liste d'infos, on a essayé de faire au mieux, c'est pas encore parfait. On a plus de matière, je dirais, dans les cartons que de matière publiée, donc on a un petit travail à faire de notre côté, mais d'ores et déjà, vous avez 2 sources d'informations principales. Vous avez 2 pages qui sont des pages miroirs sur le site du CGET. J'ai vu que quelqu'un avait donné l'adresse. Vous avez la page miroir aussi sur le site de la DGE à Bercy, puisque l'initiative est portée par les 2 ministères, qui est un peu une ressource documentaire. Et puis, vous avez aussi une page LinkedIn qui est un peu le carnet de bord de l'initiative, sur laquelle on essaye de rapporter ce qui se fait. Alors, au début, c'était les premiers comités locaux, parce que c'est parti d'initiatives locales. Après, ça a été les premiers comités régionaux, quand les régions ont commencé à saisir l'initiative pour faire ce rôle de coordinateur, de pilote. Et puis maintenant, on essaye de mettre en avant les premières actions, puisque, in fine, plus que du pilotage local qui est essentiel, du pilotage régional, c'est surtout des projets et l'émergence de projets collectifs qui seront la clé du succès. Voilà un peu les 2 ressources. On a par devers nous 300 fiches, comme je vous l'avais dit. Certaines vont être publiées dans les protocoles qui ont été signés. Alors, il y a 3 protocoles signés qui sont publiés sur ces pages. Les autres, parce qu'on attend que les parapheurs fassent le tour de toutes les signatures. C'est encore une fois des exercices collectifs. Des fois, on a 16 élus ou 16 parties prenantes qui signent les protocoles. Donc, on attend que cela soit bien fini pour les publier, mais on va les publier. Et puis, je compte pas mal sur cet exercice du 12 juin, où on va commencer véritablement à mettre en commun les différents projets et trouver des bonnes pratiques. Moi, je les vois, j'en vois émerger certaines, et il faudrait être capable de les partager. Voilà un petit peu où on en est sur l'info qui est actuellement disponible. Merci beaucoup, Olivier. Effectivement, on aura l'occasion de diffuser quelques liens sur ce qui a déjà été produit, et notamment le lien sur la page LinkedIn qui effectivement, au-delà du fil d'actu, donne aussi beaucoup d'informations sur quelques exemples, et puis aussi sur quelques infos sur les protocoles qui ont déjà été signés. Vous avez évoqué, Olivier, la notion de transition écologique et de transition numérique, ça faisait partie des questions, vous y avez en partie répondu, mais si vous vouliez rajouter quelque chose sur la position de la French Tech ou le lien entre territoire d'industrie et le contrat de transition écologique, est-ce que là-dessus il y a quelque chose que vous voudriez rajouter sur la bonne adéquation ou la bonne entre ces initiatives-là? Alors, la French Tech, ça c'est un vrai sujet de renaissance de l'industrie. Je fais partie des personnes qui sont absolument convaincues que on peut retrouver en France des avantages compétitifs structurants avec notamment la transition numérique qui est en train de se faire, pour 2 raisons fondamentales. Et on va refaire la comparaison avec l'Allemagne. Juste pour votre information, avant de prendre ce poste-là, j'étais associé chez Ernst & Young en charge d'accompagner des entreprises sur le 4.0, et j'ai pu, dans ce réseau de consulting de Ernst & Young, faire pas mal de comparaisons avec les associés allemands. Donc c'est la source de la conviction que je vais exprimer. Aujourd'hui, on sait bien que cette transformation, elle est moins technologique que managériale. C'est-à-dire la clé du développement du 4.0, certes, il y a des briques technologiques qui sont à la disposition des entreprises, mais elles ne les incorporeront et elles n'en tireront la valeur que par des évolutions managériales majeures. Et il se trouve, et c'est encore une fois un témoignage que je vous livre du réseau Ernst & Young, que si l'Allemagne a à peu près 2 ou 3 ans d'avance pour incorporer les briques technologiques, elle se trouve aujourd'hui, je dirais, contrainte ou limitée par une culture managériale beaucoup plus rigide que dans nos pays latins. Donc, on a là, pour la première fois depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, une capacité à retrouver un avantage compétitif en Europe au moins, au titre de cette culture latine, plus souple, plus projet, plus inventive, qui n'est absolument pas à négliger. Et puis le deuxième avantage que nous avons, et que en tout cas, à titre personnel, mais je pense que je ne suis pas le seul, j'ai été estomaqué par l'émergence de la French Tech.
On a l'habitude de voir la France comme un pays assez verticalisé autour de ses grands groupes et de son État. Tout d'un coup, il y a eu cette vague d'innovation et ce label qui a été pris, qui nous mène à Las Vegas en étant la deuxième délégation après le pays hôte. Et il y a derrière ça une véritable capacité d'innovation qui peut être adaptée aux problématiques industrielles. Donc, French Tech, c'est pas pareil que French Fab, c'est pas les mêmes cibles, mais si on arrive à les marier, à les rapprocher, on a un fantastique potentiel et j'aimerais bien que les jeunes de la station F, pour prendre cet exemple-là très parisien, mais il y a plein d'incubateurs partout en France, au lieu de faire la 25e application pour commander une pizza rapidement, se posent les mêmes questions sur les services autour de produits industriels, qui est un véritable enjeu pour créer de la valeur. C'est la même technologie, c'est le même type de questions, c'est les mêmes méthodologies appliquées à un autre secteur où on a un potentiel immense. Voilà comment je vois le lien entre French Fab, territoire d'industrie qui est une déclinaison de French Fab quelque part, et puis la French Tech. Deuxième point, les CTE. Territoire d'industrie n'est pas la seule initiative territoriale actuellement, il y en a même un peu Flores, qui font que j'imagine que Dieppe, qui est là, mais que d'autres territoires, se trouvent un petit peu bombardés d'initiatives pour contractualiser au niveau de périmètres qui sont pas toujours les mêmes. Des fois, c'est cœur de ville, des fois, c'est les pays ruraux, des fois. Je crois qu'on se cherche actuellement, collectivement, de savoir quel est le bon périmètre, et donc on essaye d'avancer pragmatiquement. Sur les CTE, sauf sujet, je dirais, d'ordre politique, de blocage politique, la ligne qui a été prise, c'est qu'un CTE peut avoir un volet industrie qui devienne enfin, le volet territoire d'industrie de ce périmètre-là, et réciproquement, un territoire d'industrie peut inclure des fiches qui sont les mêmes fiches que le CTE et quelque part se prévaloir d'être un CTE. J'ai là-dessus une ambition, j'aimerais bien trouver un territoire, mais je suis sûr qu'on va le trouver, où on fasse un seul et même contrat, territoire d'industrie et contrat de territoire de transition écologique, parce que j'aimerais démontrer que concrètement, dans la vraie vie de développement des entreprises et des territoires, ces deux dynamiques sont conjointes et ne s'opposent pas. Voilà aujourd'hui comment on travaille. Alors, ça marche dans 90% des cas. Il y a un territoire qui est un CTE sur lequel les élus locaux ont décidé de dissocier les deux, mais c'est un cas particulier qui est lié à une situation particulière. On essaye de les rapprocher le plus possible, tout en sachant très bien qu'on n'a pas nécessairement les mêmes périmètres et que quelque part, les uns et les autres, on se cherche pour trouver le bon périmètre qui va remplacer, qui est un peu au-dessus de l'EPCI, mais qui est en dessous du département et qui reflète bien ces dynamiques de bassin économique. Super, merci beaucoup. Bah, vous avez, je crois, parmi les gens qui vous ont entendu, quelqu'un qui a envie de vous proposer, c'était M. Nadeau, son territoire ou son projet pour pouvoir illustrer ça, c'est super. On y reviendra bien volontiers. Il y avait plusieurs questions, mais je vois qu'il est 15 heures, donc on va s'arrêter. Mais juste, il y avait plusieurs questions autour de la notion de fiche projet. Je pense que derrière la forme de la fiche projet, la question, c'était pas de savoir quelles étaient les cases à remplir, mais derrière, il y avait sans doute la question du niveau de maturité attendu sur ces fiches projets, ces fiches actions. Enfin, est-ce que c'est forcément des fiches très abouties sur lesquelles il faut qu'on ait aussi un projet de modèle économique, qu'on ait une arrière-pensée budgétaire importante, puisque derrière, on va s'adresser aux opérateurs à qui on va présenter ces projets-là. Alors, il me semble, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Moi, je crois que c'est mes oreillettes qui m'ont lâché. Ou est-ce qu'on peut parler d'intention dans ces fiches actions, dans ces fiches projets? Alors tout à l'heure, il y a quelque chose qui a été dit par Dieppe et qui me semble absolument essentiel, c'est que, alors je vais le dire très clairement, il y avait des projets qui ont existants et qu'ils ont recyclés dans Territoire d'industrie, et je veux dire, j'en suis absolument ravi. Il faut être pragmatique. Encore une fois, le but, c'est de permettre à des projets portés par des territoires d'émerger, de se développer. Donc, qu'ils aient été initiés après l'annonce du Premier ministre ou avant, c'est un faux sujet. Et l'idée, c'est est-ce qu'on peut aider ces projets à prendre leur envol. Après, le deuxième point que vous évoquez, c'est quel est le degré de maturité qu'on attend. Toutes les maturités sont à mes yeux acceptables.
On n'est pas là pour faire un cadre fermé en disant, alors, on a mis des échéances, bien entendu, ça c'est pour rythmer le travail. Mais sur un territoire, si aujourd'hui j'ai 3 projets matures qui ont pratiquement bouclé leur financement et que Territoire d'Industrie permet de trouver les 15 à 20% restants, je suis enchanté. Si j'en ai 4-5 qui ont une maquette financière mais qui sont pas encore du tout bouclés, et ben très bien. Et si j'en ai 3-4 qui, eux, sont en émergence, c'est encore mieux, ça fera le portefeuille des projets de demain. Donc le but, encore une fois, ce n'est pas la contractualisation pour la contractualisation. Il faut qu'on ait un bout de papier qui donne ce que j'appelle l'affectio societatis des parties prenantes, pourquoi elles sont ensemble, qu'elles vont pas se tirer la bourre et se faire concurrence, quels sont les enjeux, les ambitions qu'elles partagent. Bon, et ça, c'est l'affectio societatis. Une fois que c'est établi dans un protocole ou dans un contrat, là vraiment peu importe, c'est du déclaratif, d'avoir envie de travailler ensemble pour un objet commun. Ce qui compte, c'est faire émerger une série de projets. Certains sont matures, d'autres le sont moins, d'autres sont émergents, et faire en sorte qu'on puisse accélérer ce flux de projets. Voilà. Donc il n'y a aucun critère de maturité. Après, naturellement, au moment où on va vouloir contractualiser, c'est-à-dire demander un financement à la Banque des Territoires ou bien à la région ou à d'autres, à l'État, dans ces cas-là, il y a des critères d'exigence de maturité qui s'appliquent. Mais mon objectif, c'est créer un flux et accélérer un flux de projets. Ok, merci beaucoup pour cette réponse importante. Cela signifie-t-il que l'ensemble des territoires d'industrie devront entrer dans une phase de contractualisation? Vous y avez répondu, je crois que oui. L'objectif, c'est qu'il y ait ces contrats quand même qui soient signés pour marquer l'intention, et puis j'imagine aussi pour emmener les fiches projets dans une direction où il y a quand même une ambition qu'on affiche et que viennent illustrer les fiches actions. Il y avait deux questions qui nous avaient été posées qui étaient des questions intéressées, qui étaient plutôt géographiques. Où en est la région Île-de-France? Il y avait aussi une question sur la région Hauts-de-France. Est-ce que, alors je ne sais pas si ça appelle des réponses précises sur ces situations très particulières. Est-ce que toutes les régions avancent au même niveau, au même train? Enfin, région, on ne cible pas le conseil régional en particulier, j'imagine, mais est-ce qu'on avance au même rythme dans chacun de ces territoires? Alors, si on va se dire clairement, hein, je veux dire, quand il y a un pilote, je suis un pilote, hein, j'ai le droit d'échouer ou pas, et les conseils régionaux ont leur responsabilité aujourd'hui dans le dispositif, hein, donc ils sont pilotes, ils en ont accepté le principe, et je suis pour la responsabilité de ceux qui acceptent d'être pilotes, donc on peut après en parler nominativement, sans pour autant les juger. Donc l'Île-de-France, c'est pas dans les premiers. Aujourd'hui, on attend que, enfin, ça devrait être imminent, l'information que j'ai, que la présidente de région saisisse l'ensemble des EPCI concernés pour formaliser la nomination de binômes, même s'ils existent dans un certain nombre de territoires. Donc, on en est à un stade, je dirais, de mise en place de la gouvernance au niveau des territoires. Alors, il y a eu un certain nombre de questions, mais qui sont typiques d'autres régions, hein, qui est que la région Île-de-France a commencé à travailler par bassin d'emploi, donc elle a, sur le champ économique, trouvé une territorialisation par bassin d'emploi, et il y avait la question de savoir comment les territoires d'industrie se calaient sur ces bassins d'emploi. Donc c'est en cours. Sur les Hauts-de-France, même chose, il y a un travail technique qui avance à grande vitesse. Il y a le 2 mai une formule du speed dating qu'on a un peu inventé. Alors j'aime bien essayer d'inventer des nouveaux modes de travail et d'action publique, hein. Celle-là aurait pu marcher, elle aurait pu échouer. En tous les cas, ils ont souhaité la reprendre, qui est de convier tous les territoires d'industrie et tous les opérateurs pour que l'ensemble des fiches puissent être présentées très rapidement. Et en une journée, vous êtes un territoire. On peut prendre le territoire, je sais pas, de Saint-Omer-Hasbrook que je connais bien, et vous avez vos 15 fiches, et en une journée, vous pouvez tester tous les potentiels financeurs ou accompagnateurs de ces projets. Ils vous donneront pas un tampon et une signature en bas de la page, évidemment, mais ils vous donneront un premier retour qualifié, et vous pourrez échanger avec eux pour savoir comment et de quelle manière votre projet pourra, le cas échéant, être accompagné. Donc ça avance. Politiquement, on rencontre dans les Hauts-de-France une question qui est posée par pas mal de conseils régionaux, qui est une question, je dirais, d'ordre, enfin plus de positionnement politique.
on crée par cette initiative d'État beaucoup d'espérance dans les territoires. On le voit dans la mobilisation. Je pensais avoir 15 à 20 territoires pilotes, j'en ai eu 30 quasiment. Je pensais avoir une centaine de fiches, j'en ai eu 300. Voilà un petit peu, enfin, je dirais, on est largement au-delà de ce que je pouvais attendre en termes de mobilisation et qui reflète une réalité, hein. Cette envie d'industrie et de développement endogène de l'industrie dans les territoires est profonde, est forte et mobilise beaucoup et ne demande qu'à s'exprimer. Mais néanmoins, quand on crée de l'espérance en bon politique, on craint aussi de créer de la déception. Et donc les conseils régionaux, pour reprendre la parole d'une présidente de région qui donc n'est pas celle des Hauts-de-France, ont peur que l'espérance soit liée à l'État et la déception liée aux conseils régionaux puisqu'on leur a passé le pilotage. Donc ils sont un petit peu prudents sur le sujet, ce qui fait que le travail technique avance bien. La question de savoir si on signe des protocoles, si on attend que les fiches soient à un niveau de maturité tel qu'on puisse signer directement des contrats, c'est-à-dire avec des plans de financement bouclés, reste un peu ouverte dans les Hauts-de-France. Mais néanmoins, encore une fois, le travail technique avance bien et avec l'ensemble des territoires en reprenant des dispositifs un peu innovants pour croiser, justement, pour permettre à ces opérateurs, dont l'action est parfois pas tout à fait connue de tous les territoires, de se rencontrer. Bon, super, merci beaucoup Olivier. Alors, on continue à avoir un flot de questions qui arrivent en même temps. On commence à déborder du temps qu'on s'était réservé. Ce que je vous propose dans tous les cas, c'est peut-être aussi de vous les transmettre. Ces questions-là vous intéresseront pour la suite. Je vois que le petit sondage, pensez-vous que des projets du cluster, de votre cluster, vous qui avez écouté ce webinaire, peuvent rentrer dans cette initiative? Il y a eu un oui très majoritaire et un non plus que minoritaire, puisqu'il y a 0 retour. Donc, je crains, mais je sais que ça vous en réjouit, qu'il y ait un afflux de nouveaux projets qui arrivent ou de pistes de projets qui arriveront entre les mains des binômes. Il y avait aussi une question sur d'autres clusters qui auraient pu déposer des projets. Oui, on le sait, des gens comme Mecateam Cluster, comme Glass Valley, comme Nova Child. Bon, bref, ils ont été nombreux, hein, les clusters qui se sont mobilisés en proposant des fiches actions et qui sont venus enrichir le projet de contrat territoire d'industrie. Donc là-dessus, c'est effectivement une communauté qui a toute sa place pour, à travers les projets qu'il porte, et Olivier Luanzi l'a largement dit. Alors, je suis désolé si je frustre quelques nos auditeurs qui posent pas mal de questions. Comme il est dit, je vous propose d'arrêter. Peut-être, Olivier, avez-vous un autre plan de charge qui vous attend dans la foulée de cet échange? Je ne voudrais pas vous retenir davantage. Un très, très grand merci. On essaiera peut-être en discutant avec vos collaborateurs d'apporter des réponses aux quelques questions qui se posent. Merci à tous ceux qui sont venus écouter ce webinaire. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous. C'était pour nous un moment de partage important. Également, merci beaucoup à nos amis de Dieppe Meca Energy d'avoir témoigné. Olivier, est-ce que vous nous permettez de diffuser ce PowerPoint à l'ensemble des participants? Oui. Impeccable. Eh bien, écoutez, grand merci. Pour les questions, faites-en une petite synthèse par écrit et puis vous l'adresserez à Aurore et on vous fera des réponses aussi précises et courtes que possible. C'est toujours moins riche qu'un échange, hein, qui est toujours le plaisir de pouvoir répondre à des questions et puis de sentir les nuances ou les hésitations dans la façon dont elles sont formulées. Mais on fera le travail. Voilà. Impeccable. Un très, très grand merci. Merci de vous être prêtés au jeu du webinaire. On est tous en train d'apprendre à jouer avec ça, mais au moins, ça nous permet d'être réactifs ensemble. Et puis, écoutez, vive territoire d'industrie, on se mobilise, la communauté des pôles des clusters, pour être des contributeurs importants dans cette initiative qui nous convient très, très bien. À très bientôt à tous. Merci d'avoir écouté ça. Et puis, à la prochaine. Si l'invitation du 12 juin est ouverte, je ne sais pas très bien comment ça se passera, mais on y sera avec grand plaisir. Il faut voir avec la DCF, mais à très bientôt de toutes les façons. À très bientôt. Au revoir. Merci.